Alors bonjour à tous, Blandine Ménard. Donc je coordonne le réseau régional de la commande publique responsable en Occitanie. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier Florence pour l'organisation de ce webinaire, tout le réseau Toten évidemment, mais Florence et tous les témoins qui ont accepté de pouvoir intervenir aujourd'hui avec nous. Donc effectivement, je vais commencer peut-être plutôt par parler un petit peu de pourquoi de l'achat durable. C'est le vrai sujet du moment. On en entend beaucoup parler, on entend des mots, hein, sobriété, transition écologique. C'est pourquoi on a besoin d'aller vers de l'achat plus durable. Ben déjà, on a un contexte de transition environnementale. Je ne sais pas trop, là j'ai laissé des points d'interrogation, mais on peut quand même passer vite sur la slide suivante de combien on est sur cette planète et quelles ressources on utilise. Eh bien, effectivement, vous voyez qu'en 1800, on était 900 millions d'êtres humains et qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on est plutôt à 8 milliards. Donc, on voit la différence qu'on peut avoir en termes de population, de densité de population, puisqu'on estime qu'en 2100, on arrivera aux 10 milliards. Donc, comment on arrive à préserver notre planète tout en étant aussi nombreux? Et si on regarde les données, hein, vous devez entendre ça par les médias souvent. On entend qu'au mois d'août, à peu près, on a déjà consommé toutes nos ressources naturelles. Donc, comment on les préserve? Parce que si on continue comme ça, aujourd'hui, c'est 2 planètes qu'il faudrait pour pouvoir répondre à tous nos besoins. Donc ça, j'aime bien commencer par ça parce que 2 planètes, on n'en a pas deux, quoi. Ça, on n'a pas de plan B. Donc, comment on arrive à s'adapter? C'est vraiment de ça dont il s'agit pour pouvoir restreindre toutes nos consommations et préserver nos ressources et pouvoir avoir un équilibre et qu'on puisse poursuivre cette vie sur Terre de façon sereine. Donc, après, pourquoi la commande publique? Bon, ce sont forcément nos sujets, hein, mais en fait, la commande publique est un énorme levier. Aujourd'hui, on parle de plus de 200 milliards d'euros. Alors, je suis toujours très, très vigilante avec les chiffres de la commande publique, hein. Tous ceux qui y travaillent connaissent un peu la subtilité. C'est que, étrangement, malgré tous les moyens, on parle bien aujourd'hui, on a beaucoup de moyens numériques, mais étrangement, on a du mal à avoir une fiabilité des données de la commande publique puisque vous savez, dépendent du code de la commande publique, les collectivités, mais aussi l'État, des établissements publics, aussi des privés par le biais de concessions. Donc, vraiment, c'est très, très difficile d'avoir un chiffre fiable de volume d'achat global. Aujourd'hui, on est selon les chiffres qu'on obtient, on est entre 200 et 250 milliards d'euros, ce qui est énorme. Donc, on ne va pas batailler sur cette subtilité. Nous, on prend toujours, pour info, on prend toujours les chiffres de l'OECP, hein, qui est l'Observatoire européen. Mais en tout cas, ça représente 10% du PIB. 10% du PIB, c'est énorme. Donc, comment on arrive à intervenir sur cette commande publique pour avoir un vrai impact? Les marchés publics, je fais juste un petit résumé. Je crois qu'il y a beaucoup de gens autour des marchés publics, mais comme le disait Florence, il y a aussi des personnes qui sont plutôt au côté transition éco. Donc peut-être rappeler que les marchés publics, on dépend du code de la commande publique, hein, c'est la même règle pour tous. Et il y a 3 principes fondamentaux à avoir bien en tête quand on parle de marché public. C'est la liberté d'accès. J'ai vu qu'il y avait une question justement sur comment on favorisait les entreprises. Donc, comment on favorise la liberté d'accès au marché public pour tous? Comment on préserve l'égalité de traitement par rapport aux appels d'offres? Comment on analyse ces offres avec beaucoup d'équité? Et comment on est très transparent sur nos procédures. Ce sont vraiment les 3 principes fondamentaux. Et après, j'aime bien préciser qu'un marché public démarre dès le premier euro. Parce que pour ceux qui ont un peu l'habitude des marchés, on parle de ces seuils, hein, qui existent effectivement. Et donc, on a tendance à penser qu'un marché est effectif qu'à partir du moment où il y a eu toutes ces procédures, justement. Mais non, dès qu'on contractualise, même sur devis, à partir du moment où on dépense 1 euro public, d'argent public, c'est un marché public. Donc, on est soumis au code et à toute la réglementation qu'on va détailler plus tard.
Ouais, alors là, il va falloir que tu appuies plusieurs fois, voilà. Euh, les enjeux du développement durable. Là, je reprends un tout petit peu d'historique pour contextualiser, hein. Il y a eu le sommet de Rio en 2012 qui a donné les 17 ODD que vous percevez en petit. Là, on ne voit pas tout, mais il y a vraiment 17 objectifs de développement durable pour pouvoir prendre en considération tous ces différents enjeux. Donc, ces enjeux, d'un point de vue environnemental, bah, c'est l'urgence climatique, c'est l'épuisement des ressources naturelles et c'est l'effondrement de la biodiversité qui rejoint les deux autres, l'urgence climatique et les ressources. Donc, comment on prend en compte ces enjeux-là? D'un point de vue économique, ce sont les contraintes budgétaires de plus en plus contraintes, vous le savez aussi bien que moi. Comment on va vers du développement de territoire, comment on soutient notre dynamique territoriale et comment on favorise l'économie sociale et solidaire pour plus d'équité. Et enfin, d'un point de vue social, comment on fait attention à la santé environnementale, comment on lutte contre la pauvreté et l'exclusion et contre toutes les discriminations. Donc, quand on parle d'achat durable, c'est prendre en considération tous ces éléments-là qui ont été travaillés par le biais des Nations Unies et dupliqués en France pour pouvoir avoir une règle de conduite. Donc, l'achat public durable, c'est quoi? Donc là, c'est pareil, il va falloir que tu appuies plusieurs fois, Florence, il y a une des animations. C'est bien de pouvoir euh, tout d'abord être sensibiliser toutes les parties prenantes. Là, justement, on a des personnes de la transition, il y a des personnes plutôt de l'achat public. On voit bien que parfois, vous n'avez pas tout à fait le même langage parce que pas la même approche du sujet ou pas l'information. Forcément, nous, on va alimenter le côté achat, mais si on ne sensibilise pas les prescripteurs, les services transverses et surtout la gouvernance et le pilotage, on voit bien qu'après, on a des freins pour pouvoir mettre en œuvre sa politique d'achat durable. Donc, comment on arrive à embarquer toutes les parties prenantes de vos structures vers l'achat durable? Ensuite, ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment prendre en considération les trois leviers, le social, l'environnemental et le développement de territoire. Tout ça avec le pilier toujours pareil de transverse, le pilier transverse de gouvernance, de pilotage. Comment on arrive à mettre du lien dans ces trois piliers pour pouvoir soutenir ces démarches. Ensuite, souvent je dis, on oublie, on entend beaucoup le mot de sobriété, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? La sobriété, c'est moins consommer, mais c'est aussi, quand on parle d'achat, faire de l'achat performant, la performance de l'achat. Aujourd'hui, avant de faire de l'achat durable, il faut savoir faire de l'achat. Il faut de la stratégie achat pour pouvoir justement voir à quel moment on peut répondre aux enjeux qu'on a déclinés tout à l'heure pour pouvoir avancer et utiliser les bons leviers. Et ça, c'est hyper important. Les économies, ça fait vraiment partie de l'achat durable. C'est souvent quelque chose d'oublié, on va dire. On va penser économie plutôt sur l'aspect financier, budgétaire, mais comment on va faire cette performance de l'achat durable pour faire des économies intelligentes? Je pense notamment aux baisses de consommation, comment on arrive à travailler sur ces sujets-là. Et ensuite, c'est comment on arrive à intégrer tout ça dans toutes les étapes du marché. Parfois, on arrive trop tard quand on s'occupe de mettre des considérations au moment de la rédaction du marché. Si on n'a pas anticipé de pourquoi on va mettre ces considérations et surtout ce que ça implique, comment on va les suivre, comment on s'assure que ce sont des choses qui nous semblent prioritaires et importantes, ben, il faut l'avoir travaillé en amont. Donc, comment, à chaque étape de mon marché, je réfléchis à la durabilité de mon achat. Oui, les 200 milliards d'euros, j'en ai parlé tout à l'heure, 10% du PIB, donc c'est hyper important. On y revient ici. Alors, c'est hyper important, parce que en tant que commande publique, on a ce devoir d'exemplarité. Les élus ont été choisis par les citoyens pour pouvoir représenter leurs ambitions, leurs enjeux. Et aujourd'hui, ça en fait partie. Donc, comment on devient exemplaire par le biais de nos achats, enfin des achats publics, pour que les citoyens voient, soit pour ceux qui sont déjà convaincus, voient que c'est un vrai sujet porté aussi par leurs élus, et pour ceux qui sont moins convaincus, comment on leur montre que c'est possible et que c'est pertinent. Donc, le devoir d'exemplarité, il est essentiel.
Et ensuite, il y a un levier qui est moins souvent mis en avant, c'est que la commande publique, avec ce volume d'achat très important par rapport au PIB, elle fait évoluer les modes de production. Si on regarde les études sociologiques, on voit bien qu'aujourd'hui, l'achat public a fait évoluer l'achat tout court et a fait évoluer toutes les unités industrielles de production. Parce qu'en mettant des considérations très précises, en mettant en avant vos ambitions et vos façons de faire, la mise en œuvre de vos façons de faire, les entreprises, elles sont obligées de s'adapter à ça. Et en s'adaptant, elles cherchent, elles aussi, des solutions performantes. Donc, ça permet de challenger les unités de production, les faire évoluer. Il ne faut pas oublier que ces fournisseurs qui sont les vôtres deviennent aussi acheteurs de l'autre côté, puisque souvent, ils ont aussi besoin de leurs matières premières déjà, mais leur façon aussi de pouvoir produire font qu'ils ont aussi des fournisseurs. Et en mettant des considérations dans vos marchés, eux vont les dupliquer dans leur marché. Donc, c'est vraiment hyper important de montrer l'exemple et de faire évoluer tous les fournisseurs et toutes les entreprises pour continuer à aller dans le même sens tous ensemble. Donc, à partir de nos politiques d'achat, il ne faut pas oublier que tout part des politiques achats et des budgets alloués à la commande publique pour répondre à une obligation juridique qu'on va détailler un petit peu plus tard. Comment on maîtrise ses finances et qu'on arrive malgré tout à garantir la qualité du service public, comment on utilise la commande publique comme un levier de développement économique de territoire, là aussi c'est souvent des attendus, comment on rentre dans l'exemplarité, je l'ai détaillé aussi, et en répondant à cette pression réglementaire. Il y a celle qui existe et puis il y a celle à venir et les sujets encore très importants à venir sur de la transition écologique. Pour ça, donc j'ai parlé du code de la commande publique, mais il y a aussi le plan national des achats durables. Le plan national des achats durables, le dernier est sorti en 2022. Il y en a eu deux autres avant, c'était le troisième. Alors, il ne s'appelait pas tout à fait pareil, il y avait le PNA-PPD, mais en tout cas, c'était le troisième. Le premier reprenait de la réglementation, le deuxième commençait à faire émettre des objectifs. Le troisième est vraiment ambitieux. C'est celui qui, a mis plusieurs actions pour pouvoir bien détailler tous les outils, les possibilités de faire évoluer la commande publique et surtout ces deux objectifs qui parlent désormais à beaucoup de monde de la commande publique puisque depuis 2022, on en parle. C'est comment, à partir de août prochain, on intègre 100% de considérations environnementales dans les marchés publics et 30% de considérations sociales dans tous les contrats qui sortiront. Donc, vous voyez que c'est une ambition quand même élevée pour pouvoir répondre à ces marchés-là. Et ça veut aussi dire 2022-2025 qu'il a fallu réfléchir en amont à comment on allait pouvoir intégrer ces considérations, comment on allait pouvoir y répondre, comment on se mettait en ordre de marche pour effectivement avoir un vrai impact sur nos marchés à partir d'août 2026. Donc, c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de dire en ligne de mire à la fin du PNAD. On y est. Cette année, on y est. Il faut vraiment que tout le monde arrive à se poser les questions en amont pour pouvoir intégrer ces considérations. Ensuite, il y a eu la loi des SPASER, donc la réglementation des SPASER. Donc les SPASER, ils existent depuis longtemps. C'est la loi sur l'économie sociale et solidaire qui a commencé à l'intégrer, où il n'y avait que les éléments sociaux. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Je ne vais pas revenir sur toute l'historique. Mais en tout cas, aujourd'hui, les SPASER, c'est donc le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables qui est obligatoire pour toute structure qui dépend du code de la commande publique d'un volume d'achat de plus de 50 millions d'euros. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'obligés. L'ambition de l'État, c'était que chaque structure publique puisse avoir un SPASER, alors peut-être pas 50 pages, mais au moins une page de stratégie d'achat sur le futur PNAD. J'ai dit PNAD 2022-2025, normalement, on est sur un futur PNAD. Je ne vous cache pas que, étant donné le contexte socio-économique et politique du moment, à ce jour, on n'a pas de lisibilité sur le futur PNAD. Et je ne pense pas qu'ils auront des ambitions outre mesure, étant donné les budgets contraints. Bon, on n'est pas là pour... j'ai pas de boule de cristal. En tout cas, il faut savoir que la direction des achats de l'État
a tout de même l'ambition que chaque structure réfléchisse à sa programmation d'achat pour anticiper ses achats et en sortir une stratégie. Et donc, les SPASER, ils ont été mis là pour ça. Pascal Baudard, tout à l'heure, nous a témoigné du SPASER de la région, hein, comment ils ont travaillé leurs axes, avec quelles ambitions. L'objectif est bien de pouvoir travailler sur ces axes, sur le social, l'environnemental, le développement économique, sans oublier la gouvernance et le pilotage de cette politique achat pour répondre à toutes ces ambitions et de territoire et de répondre à la réglementation du dernier PNAD. Ce qui est très important, peut-être à préciser, c'est que les SPASER sont publics. Il y a une obligation de les rendre publics, donc vous les trouvez sur les sites. Et c'est très inspirant. Je pense aussi aux entreprises, quand elles souhaitent répondre à des marchés, c'est très inspirant d'aller voir la politique de la structure qui lance ce marché pour voir un petit peu comment elle peut y répondre. Donc ce sont vraiment des outils aussi de développement économique du territoire. Ce sont vraiment des outils très intéressants pour voir comment l'entité se saisit de ces sujets-là et comment on peut avancer sur le territoire ensemble. Donc, le cadre réglementaire de la commande publique, alors, je n'ai pas tout mis, mais vous voyez déjà que très rapidement, il y a déjà beaucoup de réglementations à respecter. Donc, pensez à tous ces acheteurs de la commande publique qui, lors qu'ils lancent un marché, doivent respecter la loi économie sociale et solidaire. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure puisque c'est la première loi 2014 qui a lancé le premier SPASER. La loi de transition énergétique qui a été la première à pouvoir aborder ces éléments de transition écologique et comment on allait devoir avancer sur de la transition énergétique. La loi Egalim, que vous connaissez peut-être, est vraiment liée à l'achat de denrées alimentaires pour manger mieux, pour tout ce qui est notamment, on pense évidemment à tout ce qui est restauration scolaire, hein, mais après aussi restauration dans les entités publiques, dans tout ce qui est restauration collective, mais comment on fait en sorte que nos enfants mangent mieux. Donc ça a été un peu une révolution. Et j'aime bien préciser que la loi Egalim, elle est sortie en 2018 et on a estimé en 2025 qu'on arrivait à peu près aux ambitions de la loi Egalim, hein, qui est d'avoir 50% de produits, je donne les grandes lignes, hein, 50% de produits de qualité et durables, dont 20% bio. Et aussi, après, comment on a fait évoluer justement sur des repas végétariens, sur des données, en tout cas, à pouvoir remonter à une qualité de restauration collective tout en respectant la planète. C'est vraiment ça l'ambition de la loi Egalim. Donc, vous voyez, 2018, elle est sortie. Il a fallu 7 ans pour que tout le monde s'acclimate et puisse mettre des éléments dans son marché, dans ses marchés, pour pouvoir répondre à ces ambitions-là et surtout avoir de la restauration de qualité. C'est bien là l'ambition. Il y a le respect réglementaire, mais l'ambition, derrière, elle est bien d'avoir de la restauration de qualité. Donc, c'est vrai que ce sont des marchés qui ont beaucoup évolué. On voit des marchés avec énormément de l'eau pour pouvoir y répondre. La loi AGEC, c'est la loi anti-gaspi et économie circulaire. Donc ça aussi, c'est une loi qui a impacté énormément la commande publique puisque tout d'un coup, intégrer de l'économie circulaire dans les marchés, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Il y a un article, l'article 58, qui reprend par segment d'achat le pourcentage où vous devez intégrer de l'économie circulaire. Donc là aussi, je n'y vais pas précisément, hein, c'est une loi très impactante, mais là aussi, comment on change nos façons de faire pour pouvoir intégrer cette économie circulaire. Ce que j'aime dire sur la loi AGEC, c'est que c'est la première loi qui a été remise en cause. Hein. Il y a eu une enquête publique derrière, une fois qu'elle est sortie, parce qu'effectivement, par exemple, dans cet article 58, il y avait des segments qui avaient été un peu trop ambitieux en termes de recyclage et avec des objectifs non atteignables. Donc, il y a eu une enquête publique. Tous les acheteurs avaient la possibilité de répondre. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont répondu pour pouvoir dire, bah, OK, on veut bien avancer sur ces sujets-là, mais là, ça ne nous semble pas possible ou c'est trop ambitieux. Donc, il y a eu une mise à jour de cette loi AGEC qui est sortie, les décrets sont ressortis en février 2023. Donc, c'est une loi qui a évolué, c'est la première fois qu'on le voit en ce sens et je trouve que c'est intéressant à souligner.
Ensuite, 2021, la loi climat et résilience. Et la dernière, avec toujours en fait des ambitions qui augmentent, c'est la loi industrie verte. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ces réglementations évoluent pour toujours aller vers plus de durabilité dans nos achats, de préserver nos ressources et de protéger notre planète. Donc, le rôle des élus, puisque là, on est sur le réseau Totem, donc c'est important de pouvoir voir comment vous pouvez, vous, élus, je ne sais pas s'il y en a ici, mais oui, je crois, donc voilà, comment vous pouvez soutenir ces démarches. C'est important. Si c'est, là, je pense aux acteurs de la commande publique qui sont aussi sur ce webinaire, c'est comment, quand ils proposent des éléments, vous puissiez comprendre l'ambition. Donc, l'objectif en tant qu'élu, c'est bien de pouvoir soutenir ces démarches et l'impulser si elles n'existent pas. Comment, à partir des fondamentaux du code de la commande publique, on arrive à travailler là aussi de concert vers de l'achat plus durable et que vous puissiez aussi convaincre les citoyens et l'importance de pouvoir aller vers ces sujets-là. Et comment vous mettez en œuvre vos actions, votre politique achat pour pouvoir préserver tous ces impacts-là. Donc, il y a vraiment impulser et soutenir cette démarche. Ça, c'est la première chose pour pouvoir travailler dans le même sens. Et ensuite, comment on donne les moyens? Comment on se saisit de ces sujets-là avec chacun son rôle, mais aussi comment on peut utiliser de la ressource, comment on peut organiser des actions pour sensibiliser, comment on coopère, comment on arrive à aller vers de la mutualisation d'achat. C'est un vrai sujet, ça, la mutualisation des achats. C'est comment on utilise les réseaux aussi pour travailler ensemble, pour benchmarker. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez influer et c'est important pour nous qu'aujourd'hui, vous ayez conscience de cette nécessité d'outiller tout le monde pour être dans la même action et pouvoir avancer pas à pas. L'objectif, ce n'est pas de se donner des ambitions démesurées. On voit bien que les conditions de réussite d'un SPASER ou d'une politique achat, ou en tout cas d'avancer vers l'achat durable, c'est d'y aller étape par étape. Si vous faites une liste à la Prévert de toutes les actions que vous allez faire, vous allez vous noyer dedans. Ce n'est pas l'objectif. Mais c'est plutôt comment je prends conscience d'où j'en suis aujourd'hui sur ce sujet-là et je me dis, cette année, ma priorité, c'est de rajouter ça. Et puis, au fur et à mesure, d'avancer étape par étape sur le sujet. Donc ça, on compte vraiment sur vous en tant qu'élu. Et après, c'est comment on intègre toutes les parties prenantes. Donc, tu peux continuer, Florence, à dérouler. Voilà, donc les élus qui impulsent et légitiment la démarche, qui soutiennent, relancent, et qui vont faire valoir aussi, valoriser les belles démarches ou les marchés dits exemplaires, en tout cas inspirants. Ça, c'est le rôle des élus. Après, comment les services de la commande publique s'organisent, planifient, travaillent en amont, gèrent toute la partie conformité juridique pour mettre en œuvre les bonnes pratiques achats. Donc, un autre échelon essentiel. Les directions techniques, comment elles arrivent, elles, à voir, en fonction de leurs besoins, à identifier des techniques qui peuvent être innovantes, comment elles capitalisent leur expérience pour voir justement les difficultés ou ce qui ne va pas dans le bon sens et qu'elles travaillent précisément la fonctionnalité de leurs besoins pour que la commande publique comprenne bien ce besoin et intègre ces éléments. Et enfin, il y en a aussi beaucoup aujourd'hui, tous les postes transverses autour de la transition puissent mettre en avant justement les enjeux qu'ils ont identifiés, les priorités par rapport à l'entité et leurs actions pour pouvoir avoir du lien avec les élus, les services de la commande publique et la direction technique. Et comment aussi ces directions de façon plus transverse travaillent avec l'écosystème du territoire, les partenaires, comment on avance tous ensemble vers ce sujet-là. Donc, on voit bien qu'on a besoin de tout le monde. Et donc, pour ça, le réseau RESOC est né en mars 2024. Tu peux continuer, Florence, s'il te plaît. Comment, en 2024, on a lancé cette association. Donc, Perrine est revenue de l'ADEME tout à l'heure sur le groupe de préfiguration qui avait réfléchi à la nécessité ou pas d'un réseau. Donc, la conclusion en 2022, c'était il faut un réseau. Après, qui le porte, comment c'est financé? Le PNAD est arrivé. Le PNAD a inscrit l'obligation d'avoir un réseau par région. Vous voyez la carte sous les yeux de tous les réseaux qui sont présents dans chacune des régions pour pouvoir répondre à ces enjeux-là.
Et donc, Cinétique, une association qui travaille au service des territoires pour leur transition sociale, environnementale. Donc, comment Cinétique a répondu à cet appel à projet, a incubé Résoc de 2022 à 2024. Donc, nous avons lancé les actions dès 2022 et travaillé sur le modèle le plus pertinent pour le réseau. Et donc, l'association Résoc est née en mars 2024. Finalement, les travaux ont montré que le plus pertinent était une association. Donc, Résoc est née et donc, on travaille en harmonie avec le national aussi, avec le Commissariat général du développement durable qui nous coordonne et on travaille aussi avec nos partenaires. Dans notre offre de service, on a des actions mutualisées avec Réseco et 3AR. Les réseaux de l'Ouest, nous sommes tous des associations, donc on travaille régulièrement ensemble. Et on a tous des histoires différentes, en fait, en fonction, par exemple, Aura 2E en Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont nés du choc pétrolier, donc ils sont spécialistes des énergies. 3AR en Nouvelle-Aquitaine, ils sont nés de l'ARS, ils sont spécialistes en santé-environnement. Résoc, on a eu un programme live, enfin Cinétique a eu un programme live européen sur l'économie circulaire du bâtiment, et donc on est plutôt expert du bâtiment économie circulaire. Et l'objectif, c'est bien de se servir des expertises des expertises de chacun pour pouvoir témoigner, alimenter. Donc, on travaille avec les autres réseaux. Là, j'en ai cité quelques-uns. Je ne citerai pas tous, mais en tout cas, en fonction des sujets, on a tous des expertises et on mutualise nos actions pour pouvoir travailler tous ensemble. On a tous le même objet qui est appuyer la montée en compétence des acteurs de la commande publique parce qu'historiquement, il y a énormément de juristes dans la commande publique. On embauchait des juristes et pas forcément des acheteurs. Et l'audit a montré qu'on avait très peu de stratégie achat. Par contre, on avait des marchés en bonne et due forme. Donc, on a tous le même objet qui est appuyer la montée en compétences par le biais de fédérer les acteurs, appuyer la montée en compétences, je viens de le dire, susciter l'intérêt, là aussi, avec les élus, comment on donne envie d'avancer. Et comment après, on valorise, on échange et on partage nos expériences. C'est très important parce que si on fait une petite chose dans notre coin, c'est un peu dommage parce que ça peut inspirer beaucoup de monde. Et puis surtout, si c'est inspirant, autant le partager. Et si on a rencontré des difficultés, c'est bien aussi de le partager pour se dire comment on répond à ces difficultés. Donc, le réseau est vraiment là pour fédérer et échanger ensemble sur ces sujets-là. Donc, nous sommes une association. En membre d'honneur, l'ADEME qui a porté le projet depuis toujours, depuis le début, depuis 2020, comme l'a signalé Perrine tout à l'heure. Notre présidence, c'est M. Frédéric Siva, directeur de la commande publique et des affaires juridiques de la région. Il y a Pascal Baudard qui est intervenu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue périmètre régional, c'est ce qui nous semblait le plus pertinent. À la fois, on voulait aussi une entité de moindre ampleur avec d'autres réalités. Donc, on a une vice-présidence avec le Grand Cahors, donc dans le Lot. Et ensuite, on a 13 administrateurs qui se répartissent sur le territoire avec forcément plus de monde en Hérault et en Haute-Garonne, puisque ce sont les deux départements les plus dynamiques. Mais vous voyez qu'on a des communes, un centre hospitalier, de la métropole, les départements. Enfin, l'objectif était des intercos. L'objectif était bien de représenter tout le monde, tout type d'entité. On est très content puisqu'à fin 2025, nous sommes arrivés à 50 adhérents avec une diversité d'adhérents assez incroyable. C'est vrai que l'Occitanie représente des enjeux sur sur tous les segments. C'est souvent au national, on aime bien prendre l'Occitanie en expérimentation parce qu'on a du littoral, on a de la montagne, on a de la ruralité, on a 2 métropoles, ce qui est assez rare dans les régions d'avoir 2 métropoles. Donc, on est une capitale de l'avionique, donc on a l'ENAC qui achète aussi des avions, on a beaucoup d'universités. Donc si on regarde dans nos adhérents, on a vraiment une diversité de structures. On a les SDIS aussi, universités, je l'ai dit, des établissements publics, des syndicats, des collectivités évidemment. On a la PFRA, donc État. Donc on a vraiment une diversité d'adhérents qui nous permettent d'avoir une représentation de tous les sujets et tous les segments, sachant qu'on est sur une région qui représente tous les impacts, tous les enjeux environnementaux. Pour cela, on travaille aussi avec notre écosystème de partenaires. Donc, la CRES, c'est vraiment un partenaire privilégié pour tout ce qui est aussi rencontre acheteur-fournisseur. Pour les éléments de clause sociale, on travaille avec Nova Emploi.
On travaille avec l'ADEME, je l'ai déjà cité. On travaille avec Toulouse Métropole Impact et France Active pour ce qui est porteur de projet. C'est important pour nous, à partir du moment où il y a un expert du sujet, de travailler avec eux et non pas de réinventer la poudre. Donc, nos axes stratégiques, c'est bien de fédérer tous les acteurs parties prenantes, j'en ai beaucoup parlé, participer à la dynamique nationale avec les différents réseaux, organiser des événements comme aujourd'hui, communiquer sur notre offre de services. Pour appuyer la montée en compétences, on a des outils de sensibilisation, de formation. On essaye toujours de construire des nouveaux outils pour répondre aux enjeux, aux difficultés que vous rencontrez. On participe à des événements thématiques tels qu'aujourd'hui. Et enfin, on a toujours en ligne de mire de poursuivre à structurer notre gouvernance et pérenniser notre modèle économique. Et pour cela, notre offre de service, et je finirai par ça, de Résoc pour vous accompagner. Donc, on a des formations achat public durable. On a le 30-30 qu'on mutualise avec Réseco et 3R, qui est un petit rendez-vous d'une demi-heure le dernier lundi du mois de veille juridique. Donc, on est tous les lundis, on reprend le mois passé, ce qui s'est passé d'un point de vue juridique. C'est un format qui est très suivi. On a des sensibilisations élus et décideurs, des matinales techniques pour sensibiliser à l'achat durable. Des fois, c'est plus thématique, comme par exemple les différentes réglementations. On a une fresque des achats publics durables. Donc, si vous connaissez les formats fresques, c'est une fresque qui reprend tout l'achat public durable. C'est un excellent outil de sensibilisation et aussi pour fédérer une équipe. C'est un excellent outil. On fait des accompagnements justement sur les SPASER, on partage les retours d'expérience. Une fois par mois, on fait un webinaire thématique. Le dernier était sur les achats d'objets culturels. On a un centre de ressources en ligne, on a des groupes de travail, on avait écrit le MOOC, donc comment on se saisit de ce MOOC pour former. On anime nos réseaux en fonction des événements sur les territoires. On fait des matinales territoriales, des rencontres acheteurs-fournisseurs avec nos partenaires et on a le guichet vert. Mais ça, j'en dis pas plus puisque la fresque et le guichet vert, on va en parler un peu plus précisément après. En 2026, les nouveautés, c'est on travaille un kit pour les nouveaux élus parce qu'effectivement, il y a des échéances électorales pour les communes. Donc, comment on permet à ces nouveaux élus de rentrer directement dans ce sujet-là. Et ensuite, on a fusionné en décembre dernier avec la plateforme des marchés d'Occitanie. Je ne sais pas si vous connaissiez cet outil, mais c'était un outil qui avait été lancé par plusieurs directeurs de la commande publique, dont la préfecture de région, pour rendre public en anticipation les marchés pour pouvoir donner une dynamique territoriale justement pour que les entreprises aient une visibilité de ces projets. Donc, on est en train de travailler à comment on se saisit de cet outil et comment on l'étiquette achat durable. Donc, ça, c'est vraiment l'offre de service Résoc. Et ensuite, vous avez les outils au national sur le slide d'après. Procura Plus, c'est pour tout ce qui est réseau structure publique à l'Europe, sur le projet européen. Le MOOC des achats durables, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment Cinétique qui l'a écrit. Donc, comment on peut se former par le biais de ce MOOC. La REF, c'est un outil qui a été financé aussi par le CGDD et qui a été créé par Réseco et 3AR pour tout ce qui est réglementation. Donc, vous avez un segment d'achat, un projet d'achat, vous rentrez le segment et ça vous donne directement de quelle réglementation vous dépendez. La clause verte, ce sont des clausiers environnementaux qui ont été développés par le CD2E en Hauts-de-France. Rapide, c'est la plateforme d'échange. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous en font partie. Donc, il y a un groupe Résoc. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a la plateforme des achats durables. Donc, la plateforme, elle recense tous ces outils. Donc, c'est peut-être d'abord là qu'il faut aller pour pouvoir retrouver la clause verte, la REF, tous les outils, la fresque. Vous retrouvez la fresque aussi. Et donc, le guichet vert, mais pareil, comme ça va être détaillé précisément, je n'en dis pas plus pour l'instant. Merci Blandine. Moi j'ai une question et puis on va reprendre les questions du chat de tout à l'heure, on va y revenir, on va prendre quelques minutes. Comment on adhère en fait? Il suffit de vous contacter et Voilà. c'est une adhésion à l'association support? Exactement. Nous sommes une association, donc c'est une adhésion annuelle. Le montant de l'adhésion est en fonction de la grosseur de votre entité, donc en nombre d'habitants pour une collectivité, en nombre de lits pour un centre hospitalier par exemple, et puis après pour les établissements publics, il y a des forfaits. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. On a tout sur notre site aussi. En fin de webinaire, il y a la slide de remerciement avec nos liens pour pouvoir
accéder effectivement à notre site, au bulletin d'adhésion. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous.